Il n'avait jamais imaginé que le dîner de Noël serait la nuit où j'ai finalement choisi ma femme. Plutôt que ma mère. En y repensant. La gifle n'est pas ce qui a mis fin à 27 années de faire semblant que tout allait bien. C'était la question de ma fille de 11 ans après coup. Mais je vais trop vite. La veille de Noël à Dublin, dans l'Ohio, il faisait un froid glacial cette année-là. Le genre de froid qui transformait chaque souffle en nuage et faisait craquer la neige sous vos bottes. La maison de ma mère brillait de lumière blanche et de guirlandes. Ressemblant à quelque chose tout droit sorti d'une carte de Noël. Si un étranger était passé en voiture, il aurait pensé que notre famille était parfaite. J'y croyais presque moi-même. Émilie était assise à côté de moi dans le camion. Lissant les plis d'un sac cadeau en papier craft qu'elle avait décoré de minuscules rubans rouges. « Tu penses qu'ils vont les aimer ?» a-t-elle demandé. J'ai souri. Il faudrait qu'ils soient fous pour ne pas les aimer. Elle a ri doucement, même si je pouvais entendre l'incertitude en dessous. Au cours des 3 dernières semaines. Elle avait passé chaque soirée à la table de la cuisine avec Lily. À fabriquer des ornements de Noël à la main. De petits flocons de neige en bois peint, des cardinaux cousus, des étoiles en feutrine. De minuscules noms gravés dans chacun avec un outil artisanal peu coûteux qu'elle avait acheté des années auparavant. L'argent n'avait jamais été le but. Le temps l'était. L'amour l'était. Quand nous sommes enfin entrés à l'intérieur, la maison sentait déjà le jambon cuit. La cannelle et les petits pains frais. Frank Sinatra jouait doucement dans les enceintes du salon pendant que mon frère cadet Kevin servait les boissons. Joyeux Noël, a-t-il dit en me donnant une rapide accolade. Sa femme Denise a à peine levé les yeux de l'arrangement de sacs cadeaux de marque sous le sapin. Chacun d'eux portait un logo familier de grands magasins. Coach, Nordstrom, Williams-Sonoma. Denise a remarqué notre simple sac en papier presque immédiatement. Oh, a-t-elle dit avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Vous avez encore fait des cadeaux vous-même. Lily rayonnait. Nous avons fait quelque chose pour tout le monde. Elle avait hâte de les distribuer. Émilie lui a serré l'épaule avec fierté. Les voir ensemble me rappelait toujours à quel point j'étais chanceux. Pendant près de 15 ans, nous avions cru que nous n'aurions jamais d'enfants. 2 fausses couches, des rendez-vous chez le médecin sans fin. Plus de larmes que nous ne pouvions en compter. Puis Lily est arrivée quand nous avions presque cessé d'espérer. Pour nous, chaque Noël avec elle ressemblait encore à un miracle. Elle a soigneusement tendu à Denise le premier ornement. Un petit cardinal en bois peint en rouge vif. Denise l'a retourné une fois. Oh! A-t-elle forcé un rire? Fait maison. Personne n'a parlé. Elle l'a posé sur la table basse au lieu du sapin. J'imagine que c'est ce que font les gens quand ils ne peuvent pas se permettre de vrais cadeaux. Émilie continuait de sourire. Ils sont faits avec amour. Denise a haussé les épaules. C'est généralement ce que disent les gens quand ils sont fauchés. J'ai regardé vers ma mère. Margaret avait entendu chaque mot. Elle s'est contentée de siroter son vin. Ce n'était pas nouveau. Au fil des années, j'avais vu des dizaines de petits moments exactement comme celui-ci. Un commentaire sur les vêtements d'Émilie. Une blague sur l'endroit où elle avait grandi. Une remarque sur son ancien travail de serveuse. Rien d'assez fort pour déclencher une dispute. Juste assez pour laisser une ecchymose. Chaque fois, je m'étais convaincu que cela ne valait pas la peine de rendre Noël inconfortable. Chaque fois, Émilie l'avait laissé passer tranquillement. Lily a tiré doucement sur la manche d'Émilie. Maman. Émilie s'est penchée. Oui. Ma chérie. Tante Denise ne l'a pas aimé?
Émilie a souri avec une patience déchirante. Certaines personnes montrent leur excitation différemment. J'aurais aimé y croire. Le dîner a commencé quelques minutes plus tard. La conversation est passée du football au projet de voyage pendant les fêtes. Kevin a parlé de remplacer son SUV. Denise a décrit des vacances coûteuses qu'ils avaient réservées pour le printemps. Puis, presque nonchalamment, Denise a regardé Émilie. Tu sais, je n'arrive toujours pas à croire que David ait épousé quelqu'un d'un parc à Mobile Homes. Quelques rires nerveux ont flotté autour de la table. Émilie a posé sa fourchette. Denise. Sa voix est restée calme. Arrête. S'il te plaît. Juste ça. Pas de cris. Pas d'insultes. Juste 2 mots. Arrête. S'il te plaît. Margaret a soudain repoussé sa chaise. Avant que je comprenne ce qui se passait, elle a traversé la pièce. Sa main a frappé le visage d'Émilie avec un claquement sec. Toute la maison s'est figée. Émilie n'a même pas levé la main pour se défendre. Margaret l'a regardée de haut. Elle a raison. Sa voix était froide. Tu seras toujours une traînée de mobil-home pour moi. Elle a pointé vers Lily. Prends ta fille et sors d'ici. Personne n'a bougé. Personne n'a parlé. Je pouvais entendre l'horloge de parquet dans le couloir qui tic-taquait. Puis j'ai entendu quelque chose de bien pire. Une petite voix à côté de moi. Papa. Les yeux de Lily se sont remplis de larmes. Est-ce que grand-mère nous met dehors parce que maman est pauvre? Cette question a brisé quelque chose en moi. Je me suis agenouillé à côté de sa chaise. J'ai pris ses 2 petites mains. Non, ma chérie. J'ai regardé droit dans ses yeux. Grand-mère a oublié à quoi ressemble la gentillesse. Lily a hoché la tête une fois. Elle ne comprenait pas complètement. Peut-être qu'elle n'était pas censée comprendre. Je me suis levé. Toujours personne n'a dit un mot. Kevin avait l'air stupéfait. Denise a croisé les bras comme si elle avait gagné une dispute. Ma mère attendait que je m'excuse. Au lieu de cela, je suis allé vers Émilie. Une empreinte de main rouge avait déjà commencé à se former sur sa joue. Ça va? Ai-je demandé doucement. Elle a hoché la tête même si nous savions tous les deux que ce n'était pas le cas. Je l'ai aidé à enfiler son manteau. Lily a glissé son sac à dos sur une épaule sans qu'on le lui demande. En attrapant notre sac à dos, j'ai remarqué un ornement qui traînait sous le bord de la table de la salle à manger. Il s'était brisé quand quelqu'un l'avait fait tomber par terre pendant l'agitation. L'ornement de Lily, celui qu'elle avait peint elle-même. Je me suis accroupi, j'ai ramassé chaque morceau cassé un par un. Je les ai replacés soigneusement dans la petite boîte artisanale que nous avions apportée de la maison. Puis je l'ai porté jusqu'au camion. Pas d'au revoir. Pas de cris. Pas de menaces. Le trajet de retour vers Columbus a semblé plus long que d'habitude. La neige dérivait sur l'autoroute en l'enrubant blanc. Personne n'a parlé pendant presque 20 minutes. Enfin, Émilie a murmuré. Je suis désolé. J'ai serré les mains autour du volant. Non. Ma voix s'est brisée. C'est moi qui suis désolé. Elle s'est tournée vers moi. J'ai passé 27 ans à te demander d'être patiente, ai-je dit. J'aurais dû leur demander d'être meilleure. Elle a tendu la main et tenu la mienne pendant le reste du trajet. Plus tard cette nuit-là, après que Lily se soit endormie sur le canapé sous sa couverture préférée, Émilie est montée à l'étage.
Je suis allé seul dans le garage. Sous ma vieille boîte à outils se trouvait une enveloppe usée dans l'écriture de mon père. Je ne l'avais pas ouverte depuis des années. À l'intérieur, il y avait une phrase qui semblait soudain moins un conseil qu'un avertissement. Un jour, tu devras choisir entre maintenir la paix et protéger ta famille. Je l'ai lu 3 fois. Puis je l'ai plié soigneusement et l'ai remise en place. Quand je suis enfin rentré, mon téléphone vibrait sur le comptoir de la cuisine. Maman, Kevin. Maman encore. Denise. Je l'ai retourné face contre le comptoir et suis allé me coucher. Le lendemain matin, de la neige fraîche couvrait le jardin. La cafetière venait de finir de préparer le café quand j'ai pris mon téléphone. 32 appels manqués, un message vocal, au nom de ma mère. J'ai appuyé sur lecture. Sa voix tremblait. David. S'il te plaît. Appelle-moi. Je me suis tenu à la fenêtre de la cuisine en regardant la neige intacte. Pour la première fois en 27 ans, je n'ai absolument rien fait. J'aimerais pouvoir dire que ignorer ces appels a été facile. Ça ne l'a pas été. Je suis resté dans ma cuisine avec une tasse de café qui refroidissait dans mes mains pendant que le message vocal de ma mère se rejouait dans ma tête. David. S'il te plaît. Appelle-moi. 27 ans d'habitude me disaient d'attraper les clés de mon camion. Aller réparer ce qui s'était mal passé. C'est ce que je faisais toujours. Au lieu de cela, j'ai regardé par la fenêtre. Lily était déjà dehors dans le jardin, emmitouflée dans son manteau d'hiver bleu vif. Essayant de faire le plus grand ange de neige qu'elle ait jamais fait. Émilie est sortie sur le porche en portant 2 tasses de chocolat chaud. Elle riait de quelque chose que je ne pouvais pas entendre. Pour la première fois depuis des années. J'ai réalisé que ma famille n'était composée que de 3 personnes. Le téléphone a sonné à nouveau. Je l'ai retourné sans répondre. Émilie est rentrée quelques minutes plus tard. Tu n'as pas à décider aujourd'hui, a-t-elle dit doucement. Je ne décide pas aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais alors? J'y ai réfléchi longuement. Pour une fois. J'ai souri tristement. Je ne fais rien. Ça avait l'air simple. Ça ne l'était pas. Ne rien faire signifiait refuser de sauver tout le monde. Au 3e jour après Noël, un autre message vocal est arrivé. Kevin, la chaudière de maman est tombée en panne. Elle gèle ici. Appelle-moi. Je connaissais cette chaudière. J'avais installé le nouveau moteur du ventilateur moi-même 4 hivers plus tôt. Chaque novembre, je nettoyais les brûleurs, remplaçais le filtre et vérifiais l'allumage. Pas parce que quelqu'un l'avait demandé, mais parce que si je ne le faisais pas, personne ne le ferait. J'ai supprimé le message vocal. Cet après-midi-là, une autre tempête hivernale a balayé le centre de l'Ohio. Le bulletin météo local avertissait que les températures chuteraient en dessous de 0 pendant la nuit. Normalement, je serais déjà en route vers Dublin avec ma boîte à outils à l'arrière du camion. Au lieu de cela, j'ai aidé Lily à terminer la mangeoire à oiseaux pour la cabane dans l'arbre que nous avions commencé à construire avant Noël. Elle a peint de minuscules cardinaux sur les côtés. Émilie nous regardait depuis la fenêtre de la cuisine avec un genre de sourire que je n'avais pas vu depuis des années. Papa, a dit Lily en serrant une vis tordue. Est-ce que grand-mère est encore fâchée? J'ai posé ma perceuse. Je ne sais pas. Est-ce que nous sommes fâchés? Non. Alors pourquoi est-ce qu'on ne va pas aider? Les enfants ont une façon de poser des questions que les adultes passent des années à éviter. Je me suis assis à côté d'elle sur l'établi.
Aider quelqu'un est un cadeau, ai-je dit. Ça cesse d'être un cadeau quand ils croient qu'ils peuvent te blesser et s'attendre quand même à ce cadeau. Elle y a réfléchi. Je pense que maman a toujours donné des cadeaux à grand-mère. Oui. Et grand-mère les a cassés. J'ai regardé vers la maison où Émilie accrochait des ornements de graines pour oiseaux sur la clôture arrière. Parfois, ai-je dit doucement. Les gens ne réalisent pas ce qu'ils ont jusqu'à ce que ce ne soit plus là. Cette nuit-là, Kevin a appelé 6 fois. Je n'ai pas répondu. Le lendemain matin, les nouvelles montraient des tuyaux d'eau gelée qui éclataient partout dans le centre de l'Ohio. Mon téléphone a vibré à nouveau, un autre message vocal. Cette fois, Kevin avait l'air épuisé. Le sous-sol a été inondé. Nous avons enfin eu un plombier, mais à cause du week-end férié, il facture une fortune. Je savais exactement pourquoi. La vanne d'arrêt se trouvait derrière une étagère de rangement dans la buanderie de Margaret. J'y avais mis une étiquette jaune vive des années plus tôt. Apparemment, personne ne s'était jamais donné la peine de la remarquer. J'ai fermé le message sans l'écouter à nouveau. Ça faisait plus mal que je ne m'y attendais. Pas à cause de la chaudière, pas à cause de l'argent. Parce que chaque problème me rappelait une autre année où j'avais tranquillement réparé quelque chose sans jamais demander pourquoi personne d'autre n'avait appris à le faire. Émilie a remarqué le poids sur mon visage. Tu peux encore y aller. Je sais que tu ne seras pas faible si tu le fais. Je ne te protégerai pas. Non plus si je continue à faire semblant qu'il ne s'est rien passé. Elle s'est approchée et a pris ma main. Je ne te demande pas de me choisir plutôt que ta mère. Je l'ai déjà fait. Elle a baissé les yeux. J'aurais dû le faire il y a des années. Cet après-midi-là, nous avons emmené Lily faire de la luge dans un parc voisin. Elle riait si fort qu'elle pouvait à peine remonter la colline. À mi-chemin de l'après-midi, elle a glissé sa petite main dans la mienne. J'aime mieux ce Noël. Je me suis arrêté de marcher. Même après ce qui s'était passé. Elle a hoché la tête. Personne n'a crié aujourd'hui. Ces 4 mots sont restés avec moi. Personne n'a crié aujourd'hui. J'ai réalisé que ma fille avait commencé à mesurer le bonheur par l'absence de conflit. Aucun enfant ne devrait avoir à faire ça. À la 2e semaine de janvier, les appels manqués ont ralenti. Puis une enveloppe est arrivée à la place. Rappel de taxe foncière. Elle ne m'était pas adressée. Elle avait été transmise par erreur parce que j'avais géré la paperasse pendant tant d'années. Je l'ai tranquillement placée dans un tiroir. Pas parce que je voulais que Margaret perde sa maison. Mais parce que ce n'était plus à moi de la gérer. Pour la première fois. Tous ceux concernés devraient s'occuper des responsabilités qui avaient toujours disparu comme par magie. Quelques jours plus tard, je remplaçais une charnière de placard lâche dans notre cuisine quand quelqu'un a frappé à la porte. D'entrer assez fort pour faire vibrer la vitre. Kevin. Son visage paraissait plus vieux que je ne l'avais jamais vu. Tu as du culot. J'ai ouvert la porte. Mais je ne l'ai pas invité à entrer. Bonjour. Bonjour. Il a claqué. La maison de maman tombe en ruine. Elle se noie dans la paperasse. Et tu fais comme s'il ne s'était rien passé. Je ne l'ai pas forcé à gifler ma femme. Tu sais que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Non. Ai-je répondu calmement. Je pense que si. Il s'est frotté le visage des 2 mains. Tu as toujours géré ces choses. Je sais. Alors? Répare ça. Les mots sont restés suspendus entre nous.
Pendant des années, ils auraient fonctionné. Plus maintenant. Je ne peux pas. Sa frustration s'est transformée en incrédulité. Tu ne peux pas? Non. Tu veux dire que tu ne veux pas? Je ne l'ai pas corrigé. Kevin m'a fixé pendant plusieurs longues secondes. Puis il a secoué la tête. Je ne sais même pas par où commencer. Pour la première fois, je l'ai cru. Il ne savait vraiment pas parce qu'il n'avait jamais eu à le faire. J'ai jeté un coup d'œil vers la porte de la cave. Derrière elle se trouvait une boîte de rangement en carton usé que j'avais remplie au fil des années. Chaque reçu, chaque facture de réparation, chaque paiement de taxes. Chaque renouvellement d'assurance, chaque rendez-vous chez le médecin. Tout ce que personne d'autre ne s'était jamais donné la peine de remarquer. J'ai regardé Kevin. Peut-être? Ai-je dit doucement. Il est enfin temps que tu apprennes par où commencer. Kevin est resté sur mon porche pendant presque une minute entière après que j'ai mentionné la boîte de fichiers. Il a regardé derrière moi vers la porte de la cave. Quelle boîte de fichiers? Celle qui explique pourquoi tu ne sais pas par où commencer. Il a froncé les sourcils. Je n'ai pas besoin d'un sermon. David. Je n'avais pas l'intention de t'en donner un. Pendant une seconde, j'ai envisagé de fermer la porte. Une partie de moi le voulait. Mais une autre partie se souvenait de toutes les années où j'avais gardé le silence parce que je pensais que le silence était la même chose que la gentillesse. Ce n'était pas le cas. Entre. Émilie a levé les yeux de la cuisine quand Kevin est entré. Elle n'a pas dit un mot. Elle a simplement hoché la tête poliment avant de disparaître à l'étage pour aider Lily avec ses devoirs. J'ai remarqué que Kevin la regardait. Le contour effacé de la gifle était encore visible si on savait où regarder. Il a baissé les yeux. Je ne savais pas que maman allait. Je sais. Non. A-t-il avalé? Je ne savais vraiment pas. Je l'ai cru. Ça n'effaçait pas ce qui s'était passé. Ça n'en expliquait qu'une partie. J'ai ouvert la porte de la cave et suis descendu. La boîte de fichiers était exactement là où je l'avais laissée. Rangée sous un établi à côté de vieux pots de peinture et de décoration de Noël. Ce n'était rien de spécial. Juste une boîte de rangement en carton décoloré avec un marqueur noir sur le côté. Maison de maman. Je l'ai portée à l'étage et l'ai posée sur la table de la salle à manger. Kevin a ri une fois. Tu plaisantes. Non. Il a soulevé le couvercle. À l'intérieur, il y avait des dossiers bien organisés. Année après année, chaque dossier étiqueté 2014, 2015, 2016, jusqu'au présent. Il a sorti le premier. Une pile de reçus. Taxe foncière. J'ai hoché la tête. Tu as payé ça quand la pension de maman n'était pas suffisante. Il a ouvert un autre dossier. Réparation de toit, puis un autre. Entretien de la chaudière, un autre. Renouvellement d'assurance habitation, copaiement de médicaments, remplacement du chauffe-eau. Déneigement, taille des arbres, reçu de stationnement à l'hôpital. Reçu de station-service de dizaines de trajets vers l'hôpital méthodiste de Columbus. Kevin a arrêté de tourner les pages. Sa voix est devenue plus calme. Je ne comprends pas. Tu n'étais pas censé comprendre. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne voulais jamais que quiconque se sente coupable. Il m'a fixé. Alors?
Chaque fois que maman me remerciait pour mon aide. J'ai souri tristement. C'était généralement toi qui me remerciais. Il s'est assis lourdement. La pièce semblait soudain très petite. Je pensais qu'elle gérait tout ça elle-même. Elle le pensait aussi. Il avait l'air confus. Quoi? Je ne voulais jamais que maman se sente comme un fardeau. Alors tu l'as laissé croire que tout se réglait d'une manière ou d'une autre. Le silence s'est installé entre nous. Enfin. Kevin a murmuré. Combien? Je me suis adossé. J'ai arrêté d'additionner il y a des années. Non. Ses yeux restaient sur les reçus. Dis-moi. J'ai hésité. Plus de 70 000 $. Sa tête s'est relevée brusquement. Quoi? Étendu sur 12 ans. 70 000. À peu près. Il s'est passé les deux mains dans les cheveux. Je n'en avais aucune idée. Je sais. Il a pris un autre dossier. À l'intérieur se trouvait un cahier à spirale. Qu'est-ce que c'est? Mon journal d'entretien. Il a ouvert une page au hasard. 9 janvier, nettoyage des brûleurs avant l'orage hivernal. 18 mars. Remplacement de la vanne d'arrêt qui fuyait. 27 octobre. Vérification des solins de toit après dommages dus au vent. Chaque page ressemblait à la même chose. Date, pièce, coût, note. Pas de plainte, juste du travail. Kevin a lentement fermé le cahier. Tu venais si souvent, généralement une fois par semaine. Son visage est devenu pâle. J'habite à 15 minutes. Je n'ai pas répondu parce qu'il n'y avait plus rien à dire. À ce moment-là, Denise est entrée par la porte d'entrée sans frapper. Je savais que ton camion était là. Elle a regardé la table. C'est quoi tout ça? Kevin n'a pas répondu. Elle a pris un reçu. Puis un autre. Oh. Je t'en prie. Elle a levé les yeux au ciel. Alors? Tu gardais des registres? Je le fais toujours. Elle a croisé les bras. Tu es toujours son fils. J'ai attendu. Elle a continué. Les enfants sont censés aider leurs parents. J'ai hoché la tête une fois. Ils le sont. Elle a pointé vers moi. Alors arrête d'agir comme un genre de martyr. Je l'ai regardé calmement. Je n'ai jamais dit que les enfants ne devraient pas aider. Alors quel est ton point? Mon point est. J'ai doucement fermé le dossier devant elle. Qu'il y a une différence entre choisir d'aider quelqu'un et les laisser croire qu'ils y ont droit. Elle a ricané. Ça me semble la même chose. Non. J'ai rencontré ses yeux. Ce n'est pas le cas. La pièce est redevenue silencieuse. Kevin a regardé de moi à Denise, puis à nouveau vers la boîte. Ses épaules semblaient s'affaisser d'un autre centimètre. Tu ne nous as jamais demandé un centime. Non. Tu n'en as même jamais parlé. Non. Pourquoi? J'ai souri sans humour. Parce que je pensais que c'est ce que fait la famille.
Il avait l'air d'avoir reçu un coup de poing. J'aurais dû aider. Tu aurais dû savoir. Avant que l'un de nous ne puisse dire autre chose, mon téléphone a vibré. L'identifiant de l'appelant indiquait « Richard Lawson, l'avocat de notre famille ». Je me suis excusé et suis allé dans le couloir. David. La voix de Richard était mesurée comme toujours. J'ai rencontré ta mère ce matin. J'ai fermé les yeux. Je me doutais qu'elle t'appellerait à un moment donné. Elle a des questions sur la fiducie. Je m'y attendais. Il y a eu une pause. Elle envisage de contester tes décisions en tant que successeur fiduciaire. J'ai presque ri. Quelle décision exactement? Il a soupiré. Je lui ai dit que tu n'avais exercé aucune autorité extraordinaire. En fait, tu es allé au-delà de ce que la fiducie exige. Je me suis appuyé contre le mur. Est-ce qu'elle t'a cru? Pas encore. Une autre pause. David. Ouais. Je représente ta famille depuis presque 20 ans. Je sais. J'ai rarement vu quelqu'un faire plus que ce que la fiducie exigeait. J'ai regardé vers la salle à manger. Kevin était toujours assis là, entouré de 12 ans de paperasse. Denise avait enfin arrêté de parler. Richard a parlé à nouveau. Je pense qu'il est temps que tout le monde comprenne pourquoi ton père t'a nommé. Après avoir raccroché, je suis resté là un long moment. Mon père ne m'avait pas seulement laissé une responsabilité. Il m'avait laissé autre chose. La permission. La permission d'arrêter de confondre le sacrifice avec l'amour. Quand je suis retourné dans la salle à manger, Kevin a levé les yeux. Et maintenant? J'ai regardé la boîte de fichiers. Puis mon frère cadet. Maintenant, ai-je dit doucement. Tu apprends quelque chose que papa n'a jamais voulu que l'un de nous oublie. Je me suis tourné vers le vieux placard dans le coin de la pièce. À l'intérieur, derrière une pile d'albums photos, se trouvait une enveloppe usée adressée dans l'écriture inimitable de mon père. J'avais porté ces mots seul pendant des années. Peut-être que ce n'était plus à moi de les porter. Je n'ai pas ouvert la lettre de mon père cet après-midi-là. J'ai simplement posé ma main sur l'enveloppe. Pas encore? Ai-je dit. Kevin avait l'air confus. Je pensais que tu avais dit que papa voulait que nous sachions. C'est le cas. J'ai glissé l'enveloppe à nouveau dans le placard. Mais il y a encore certaines choses que tu dois voir d'abord. Le lendemain matin, j'ai conduit jusqu'au bureau de Richard Lawson dans le centre de Columbus. Je n'avais pas voulu y aller. Après tout ce qui s'était passé à Noël. La dernière chose que je voulais était une autre dispute avec ma propre famille. Richard m'a accueilli avec la même poignée de main calme qu'il utilisait depuis des années. Il avait aidé mes parents à préparer leur plan successoral après le diagnostic de maladie cardiaque de mon père. Il connaissait chaque page de cette fiducie mieux que quiconque vivant. Margaret est ici, a-t-il dit doucement. Je m'en doutais. Et Denise a insisté pour venir. Ça ne m'a pas surpris non plus. Richard m'a conduit dans la salle de conférence. Ma mère paraissait plus vieille qu'elle ne l'était il y a seulement 3 semaines. La confiance qui remplissait habituellement la pièce quand elle entrait avait disparu. Denise, en revanche, se tenait toujours comme quelqu'un qui s'attendait à gagner. Elle m'a à peine reconnu. Richard a fermé la porte. Un épais classeur était posé devant lui. Alors? A-t-il commencé?
J'ai examiné tous les documents liés à la fiducie familiale Carter. Denise s'est penchée en avant. Bien. Richard a ignoré l'interruption. J'ai aussi examiné les registres financiers que M. Carter a fournis volontairement. Il a ouvert le classeur. Paiement de taxes foncières. Page. Prime d'assurance. Une autre page. Réparation de toit. Une autre. Entretien de la chaudière. Aide médicale au transport. Assistance aux médicaments sur ordonnance. Plomberie d'urgence. Travaux électriques. Page après page après page. La pièce devenait plus silencieuse à chaque document qu'il tournait. Enfin, Richard a fermé le classeur. Je suis arrivé à une conclusion. Tout le monde attendait. Il a regardé directement ma mère. David a fait substantiellement plus que ce que la fiducie exigeait. Denise a croisé les bras. Alors. Richard n'a même pas jeté un regard vers elle. La fiducie l'obligeait à gérer la propriété de manière responsable. Il a fait une pause. Elle ne l'obligeait jamais à dépenser ses propres économies de retraite pour maintenir ton mode de vie. Ma mère a cligné des yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? Richard a joint les mains. La fiducie protège ton droit de vivre dans la maison. Oui. Elle n'oblige pas David à payer personnellement des dépenses qui dépassaient tes revenus. Disponible. Silence. Si David avait agi strictement en tant que fiduciaire. Il a laissé la phrase en suspens un moment. Il aurait recommandé de vendre la propriété il y a des années. Le visage de ma mère a perdu sa couleur. Quoi? Les coûts d'entretien, les taxes. L'assurance et les réparations d'urgence dépassaient ce que la maison pouvait raisonnablement soutenir. Richard m'a regardé brièvement avant de continuer. Au lieu de cela, David a tranquillement absorbé ses coûts lui-même. Denise a enfin parlé. Eh bien, c'est ce que fait la famille. Richard l'a regardé pour la première fois. Non. Sa voix est restée polie. La famille aide parce qu'elle choisit de le faire. Il a fermé le classeur. L'entitlement est quelque chose d'entièrement différent. Personne n'a discuté. Pas même Denise. Ma mère fixait la table en bois poli. Je ne savais pas. Je l'ai cru. Elle ne savait vraiment pas. Ça rendait tout plus triste d'une certaine façon. Richard a tendu la main vers un autre dossier. Il y a une autre affaire. Il a glissé une copie de la fiducie vers ma mère. Ton mari a choisi David comme successeur fiduciaire parce qu'il croyait que David prendrait des décisions prudentes et compatissantes. Ma mère a lentement levé les yeux. Alors Harold savait. Il connaissait le caractère de David. Richard a souri doucement et après avoir examiné 12 ans de registre. Il a regardé vers moi. Je dirais qu'il a choisi sagement. Personne n'a parlé pendant plusieurs secondes. Enfin. Denise a repoussé sa chaise. Alors c'est tout? Richard a hoché la tête. Il n'y a aucune revendication légale contre David. Et si nous en déposions une quand même? Elle échouerait presque certainement. Elle avait l'air frustrée, mais il s'est arrêté d'aider. Après avoir été agressé et avoir vu sa femme humiliée publiquement. L'expression de Richard n'a jamais changé. Un tribunal le considérerait probablement comme compréhensible. Denise n'avait plus rien à dire.
La réunion s'est terminée tranquillement. Pas de cris dramatiques, pas de discours de victoire. Juste des gens qui se levaient un par un emportant des vérités qui semblaient soudain beaucoup plus lourdes qu'elles ne l'étaient une heure plus tôt. Dehors. Kevin m'a rattrapé sur le parking. Je te dois des excuses. Tu ne me dois rien aujourd'hui. Si. Il s'est frotté la nuque. Je continuais à penser que maman dépendait de la maison. Je l'ai regardé. Il s'avère qu'elle dépendait de toi. J'ai souri faiblement. Non, elle dépendait de la version de moi qui ne disait jamais non. Il a hoché la tête lentement. Je ne pense pas avoir jamais vraiment vu tout ce que tu faisais. J'ai fait en sorte que tu ne le vois pas. Nous sommes restés là une autre minute avant de partir chacun de notre côté. La vie s'est installée dans un rythme inhabituel après ça. Le téléphone a arrêté de sonner tous les jours. Émilie riait plus. Lily a arrêté de demander si grand-mère nous détestait. Au lieu de cela, elle a recommencé à parler de l'école. Un samedi après-midi. Elle est entrée en courant dans le garage pendant que j'organisais de vieux outils. Papa. Elle agitait une feuille de papier au-dessus de sa tête. J'ai gagné. Qu'est-ce que tu as gagné? Mon ornement. Elle m'a tendu la lettre. Son école élémentaire avait organisé un concours d'art d'hiver avant les vacances de Noël. Le jugement avait été retardé à cause des fêtes. Maintenant, les résultats étaient enfin arrivés. Première place pour le même ornement cardinal peint à la main dont Denise s'était moqué. Émilie a lu la lettre 2 fois avant de sourire. Je suis si fier de toi. Lily a levé les yeux vers elle. Tu penses que grand-mère l'aimerait maintenant? Émilie a hésité. Puis elle s'est agenouillée à côté d'elle. J'espère qu'un jour elle comprendra pourquoi ça comptait. Cette réponse est restée avec moi. Pas parce qu'elle garantissait quoi que ce soit, mais parce qu'Émilie espérait encore. Même après tout ça, le printemps a lentement remplacé l'hiver. La neige a disparu. Les arbres sont redevenus verts. La vie est devenue plus calme qu'elle ne l'avait été depuis des années. Un soir, pendant que je grillais des hamburgers dans le jardin, Kevin a appelé. Sa voix sonnait différemment. Fatigué. Maman veut que je te demande quelque chose. J'ai attendu. Elle veut savoir si elle pourrait voir Lily. J'ai regardé par la fenêtre de la cuisine. Émilie et Lily faisaient de la limonade ensemble. Riant de quelque chose qui avait coulé sur le comptoir. Cette vue m'a rempli à la fois de paix et de prudence. J'y réfléchirai. Elle sait qu'elle ne le mérite pas. Je sais. Un long silence a suivi. Puis Kevin a dit quelque chose que je ne m'attendais jamais à entendre. David. Ouais. Je pense qu'elle commence enfin à comprendre ce qu'elle a vraiment perdu cette nuit-là. Après avoir raccroché. Je suis resté seul dans le jardin jusqu'à ce que le soleil disparaisse derrière les arbres. Quelques jours plus tard, une enveloppe est arrivée dans notre boîte aux lettres. L'écriture sur le devant était reconnaissable. Margaret Carter. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier. Il n'y avait pas d'excuses, pas d'explication, juste une phrase écrite à la main. Si tu me le permets. J'aimerais venir à ton barbecue du 4 juillet. J'ai plié la note soigneusement et l'ai remise dans l'enveloppe. Pendant un long moment, je l'ai simplement fixée. Certaines blessures guérissent rapidement. D'autres ont besoin de plus qu'une excuse. Et certaines décisions ne peuvent pas être prises par la personne qui a été blessée le moins. J'ai regardé par la fenêtre vers Lily.
Si quelqu'un méritait de décider de ce qui se passerait ensuite, ce n'était pas moi. Le 4 juillet est arrivé plus chaud que quiconque ne l'avait prédit. À midi, le jardin sentait le charbon, l'herbe fraîchement coupée et la salade de pommes de terre maison d'Émilie. Lily courait à travers l'arroseur avec 2 filles du voisinage, riant si fort qu'elle a presque glissé sur la pelouse mouillée. Toutes les quelques minutes, elle s'arrêtait juste assez longtemps pour vérifier si les hamburgers étaient prêts avant de repartir en courant. La voir rire sans regarder par-dessus son épaule toutes les quelques secondes était quelque chose à quoi je n'étais toujours pas habitué. La paix était devenue inhabituelle. Kevin est arrivé en premier. Il portait un bol de haricots cuits et avait l'air maladroit debout à la grille. « Tu es sûr que c'est d'accord » a-t-il demandé. « Je t'ai invité. » Je ne parlais pas de moi. Je savais exactement ce qu'il voulait dire. Avant que je puisse répondre, une autre voiture s'est lentement engagée dans l'allée. Margaret est sortie seule. Elle paraissait plus petite que dans mon souvenir. Pas physiquement, juste plus vieille. Elle ne portait pas les bijoux coûteux qu'elle portait habituellement aux réunions de famille. Pas de cheveux parfaitement coiffés, pas de tenue de fête soigneusement choisie. Juste un simple chemisier bleu et des chaussures confortables. Dans ses mains, il y avait une petite boîte cadeau enveloppée de papier craft ordinaire. Pendant un moment, personne n'a bougé. Émilie a tranquillement tendu la main vers la mienne. Je l'ai serrée une fois. « C'est à toi de décider. » a-t-elle murmuré. « Non. » ai-je dit doucement. « C'est à nous. » Margaret a traversé le jardin un pas prudent à la fois. Quand elle nous a rejoints, elle n'a pas essayé d'étreindre qui que ce soit. Elle ne m'a même pas regardé en premier. Elle a regardé Émilie. « Je te dois quelque chose que je ne t'ai jamais donné. » Émilie a attendu. « Mon respect. » Les mots ont flotté dans l'air chaud de l'été. Margaret a pris une lente inspiration. J'ai répété ce discours pendant des semaines. Elle a regardé autour du jardin. Est-ce que tout le monde verrait un inconvénient à ce que je le dise maintenant? Personne n'a objecté. Kevin a tranquillement tiré une chaise pour elle. Elle ne s'est pas assise. Au lieu de cela, elle est restée debout devant nous tous, dépliant une seule feuille de papier de sa poche. Ses mains tremblaient. J'ai passé la majeure partie de ma vie à faire semblant de venir d'un endroit meilleur que celui d'où je venais. Elle a regardé vers le sol. Mon père buvait presque tout ce que nous avions. Elle a souri tristement. Nous avons vécu dans un mobile-home pendant des années. Émilie a eu l'air surprise. Kevin aussi. Je détestais ça. La voix de Margaret s'est brisée. Je me suis promis que je ne serais plus jamais pauvre. Elle a fait une pause. Quelque part en chemin, j'ai arrêté de craindre la pauvreté. Elle a regardé Émilie. J'ai commencé à craindre les gens qui me la rappelaient. Le silence s'est installé sur le jardin. Je t'ai jugé avant même de te connaître. Une autre inspiration. Je me suis convaincu que l'endroit où tu avais grandi comptait plus que le genre de femme que tu étais devenue. Elle s'est essuyé un œil. Quand Denise faisait des blagues, elle a secoué la tête. J'aurais dû l'arrêter. Au lieu de cela, je l'ai rejointe. Ses yeux ont enfin rencontré ceux d'Émilie. La gifle, elle a fermé les yeux une seconde. Et quelque chose que je regretterai pour le reste de ma vie. Émilie n'a pas parlé. Margaret s'est tournée vers Lily. J'ai aussi blessé quelqu'un qui n'avait rien fait d'autre qu'aimer sa grand-mère. Lily a instinctivement fait un pas plus près de sa mère. Je comprends si tu ne me pardonnes jamais. Margaret a lentement tendu la petite boîte cadeau.
J'ai apporté quelque chose. Elle l'a tendu à Émilie. Émilie m'a regardé. J'ai hoché la tête. Elle a soigneusement défait le ruban. À l'intérieur se trouvait un ornement de Noël. Le petit cardinal en bois. Lily a halté. C'est le mien. C'était le cas. La peinture avait été retouchée. Le ruban remplacé. La fissure était encore là si on regardait de près. Margaret a remarqué Lily qui le traçait du doigt. Je ne pouvais pas le rendre parfait à nouveau. Sa voix s'élevait à peine au-dessus d'un murmure. Mais j'ai ramassé chaque morceau après votre départ. Émilie l'a regardé. Tu l'as gardé. Margaret a hoché la tête. Chaque morceau. Elle a souri à travers les larmes. Je pensais que si je pouvais réparer l'ornement. Ses épaules se sont affaissées. Peut-être qu'un jour j'apprendrai à réparer ce que j'ai cassé. Personne ne s'est précipité pour combler le silence. Certains moments méritent le calme. Lily m'a regardé. Papa. Je me suis agenouillé à côté d'elle comme je l'avais fait 6 mois plus tôt la veille de Noël. Oui. Ma chérie. Elle a jeté un coup d'œil vers sa grand-mère. Tu es encore fâché? J'ai souri doucement. Ce que je ressens n'est pas la chose la plus importante en ce moment. Elle a froncé les sourcils. Ce n'est pas ça? J'ai secoué la tête. Tu as été blessé aussi. Elle a regardé à nouveau Margaret. Puis Émilie. Enfin. À nouveau vers moi. Qu'est-ce qui se passe maintenant? J'ai posé une main légèrement sur son épaule. Cette décision t'appartient. Elle n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, elle a traversé lentement le jardin. Margaret est restée exactement où elle était. Elle n'a pas tendu la main, n'a pas demandé le pardon, n'a même pas parlé. Lily s'est arrêtée devant elle. Mon ornement n'est plus parfait. Margaret a hoché la tête. Je sais. Lily a souri un peu. Notre famille non plus. Puis elle a enroulé ses 2 bras autour de sa grand-mère. Margaret a pleuré tranquillement dans l'épaule de Lily. Émilie s'est appuyée contre moi. Je ne m'attendais pas à ça. Moi non plus. Quelques minutes plus tard, tout le monde s'est enfin assis pour manger. La conversation n'était ni bruyante ni forcée. Elle était simplement prudente. Et d'une certaine façon. Ça paraissait plus honnête que tous les faux sourires que nous avions partagés au fil des années. Après le dîner, Kevin m'a aidé à nettoyer le grill. Je suis désolé. A-t-il dit doucement. J'aurais dû porter plus de la charge. Tu peux commencer maintenant. Il a hoché la tête. Je le ferai. Pour la première fois. Je l'ai cru. Alors que le soleil commençait à se coucher. Margaret s'est approchée une dernière fois. Je ne m'attends pas à ce que les choses reviennent comme avant. Elles ne le feront pas. Ai-je répondu honnêtement. Elle a baissé la tête. Je sais. Nous viendrons en visite. Elle a levé les yeux. Il y aura des limites. J'espère. Je comprends. Pas d'insultes. Il n'y en aura pas. Pas de commentaires sur Émilie. Plus jamais.
Et si Lily se sent un jour mal accueillie, Margaret a fini la phrase elle-même. Vous partirez. Oui. A-t-elle souri tristement. Moi aussi. Quand elle est partie en voiture ce soir-là, j'ai réalisé quelque chose de surprenant. Je ne me sentais pas comme si j'avais gagné parce que ça n'avait jamais vraiment été une question de gagner. C'était à propos de choisir enfin les personnes qui m'avaient tranquillement choisi chaque jour. Plus tard cette nuit-là. Après que les feux d'artifice se soient estompés et que Lily se soit endormie avec son ornement réparé sur sa table de chevet, Emily et moi nous sommes assises ensemble sur le porche arrière. Elle a posé sa tête contre mon épaule. Tu sais, a-t-elle dit. Ton père avait raison. J'ai souri. Il l'était généralement. Il t'a dit de protéger ta famille. J'ai regardé par la fenêtre vers la chambre de Lily. Je l'ai enfin fait. La chose étrange à propos des limites est qu'elles n'éloignent pas toujours les gens. Parfois elles deviennent le seul pont assez solide pour reconstruire une relation de la bonne façon. S'il y a une leçon que cette expérience m'a apprise, c'est que l'amour ne devrait jamais exiger que tu sacrifies la dignité de ta famille. Les gens qui t'aiment vraiment finiront par apprendre à respecter tes limites ou ils te montreront pourquoi ces limites étaient nécessaires en premier lieu. Si cette histoire t'a rappelé quelqu'un dans ta propre vie, merci d'avoir passé ce temps avec moi. Et si tu as déjà dû choisir entre maintenir la paix et protéger les personnes que tu aimes, j'espère que tu sais que tu n'es pas seul.